Chers candidats, bonsoir. La leçon que je vais vous présenter aujourd'hui s'intègre dans le programme d'SVT de la 4e année sciences expérimentales. On va traiter du 3e thème de l'évolution biologique. Dans ce thème-là, on parlerait des mécanismes de l'évolution. Rappelons pour commencer la théorie de l'évolution qui suggère l'existence de liens de parenté plus ou moins proches entre les êtres vivants, ce qui signifie que toutes les espèces dérivent les unes des autres. En se diversifiant, elles proviennent d'une seule espèce originelle appelée ancêtre commun. Pour commencer donc, rappelons quelques définitions. Définition d'espèce et définition de l'ensemble des individus d'une espèce. Alors, une espèce est l'ensemble des individus qui se ressemblent et qui sont interfécants. Et une population, c'est l'ensemble des individus qui appartiennent à une même espèce. On se demande donc, comme problème scientifique, quels sont les mécanismes qui expliquent l'évolution des espèces. Essayons de réfléchir ensemble. Ces espèces actuelles ou passées se sont succédées à travers les générations. On pense donc que c'est seulement l'information génétique qui se transmet d'une génération à une autre. Donc, si on recherche un premier mécanisme de l'évolution, c'est bien au niveau de l'information génétique qui peut être modifiée et c'est ce qu'on appelle mutation. Traitons dans un premier exemple la variation de la pigmentation des ailes chez une espèce de coccinelle. Remarquez que toutes ces coccinelles se ressemblent. Elles diffèrent par un seul caractère, qui est le caractère de la pigmentation des ailes. On se demande comment peut-on expliquer la variabilité de la pigmentation des ailes constatée dans cette espèce de coccinelle. Rappelons, pour commencer, la localisation et le support de l'information génétique. En effet, l'information génétique est située au niveau des cellules germinales et exactement contenue dans le noyau, ici dans le chromosome, qui est représenté dédoublé parce qu'on l'a pris d'une cellule en division. Et l'information génétique a pour support le représentant principal de ce chromosome, qui est la molécule d'ADN, représentée ici dans l'espace et dans un plan. Et ça se voit bien que la molécule d'ADN est le support de l'information génétique et que c'est une séquence de paires de nucléotides. Prenons un segment de cet ADN représenté par un gène. Ce gène a un locus bien déterminé sur ce chromosome-là. Alors, cet ADN, un fragment de cet ADN possède la séquence nucléotidique suivante, s'exprime en une protéine dont une portion est représentée par sa séquence en acide aminé. Ce même fragment d'ADN, appelé ici ADN' parce qu'il diffère du précédent par un nucléotide qui est le nucléotide A dans l'ADN précédent, remplacé par le nucléotide T dans l'ADN', s'exprimerait en une protéine, remarquez qu'elle est semblable à la précédente, qu'on a appelée protéine prime puisque l'acide, le seul acide aminé qui diffère est la valine qui remplace l'acide glutamique pour la protéine précédente. Donc la modification de l'information génétique, c'est ce qu'on appelle la mutation génique. Et du moment qu'on a obtenu deux protéines différentes, chacune serait responsable d'un caractère, d'un phénotype donné, donc deux protéines différentes qui représenteraient deux phénotypes différents pour un même caractère. On se demande quels sont les différents types de mutations géniques. Sur un même fragment d'ADN, ayant la séquence nucléotide de paires de nucléotides suivantes, voyons ce qu'une mutation génique par substitution peut donner au niveau de ce fragment d'ADN. Remarquez qu'ici, la paire de nucléotides CT a remplacé la paire de nucléotides AT.
Une mutation génique par délétion, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne au niveau du même fragment d'ADN une soustraction de la paire de nucléotides AT. Une mutation génique par addition du même fragment d'ADN donnerait un fragment d'ADN semblable, mais remarquez ici que c'est additionner la paire de nucléotides GC entre la paire de nucléotides AT et TA. Alors tout ceci montre bien qu'à partir d'un même ADN, on peut obtenir différents allèles. Au passé, c'est ce qui s'est déroulé à partir d'un gène ancestral existant chez l'ancêtre commun. Un ensemble de mutations a donné au temps présent plusieurs allèles existants chez des espèces actuelles. On se demande quel est le mécanisme à l'origine d'une mutation génique. Exactement, le mécanisme se passe au niveau d'une cellule germinale en début d'interphase. Remarquons que dans cette cellule figure un chromatide composé par une molécule d'ADN dont un fragment de séquence de nucléotides a été représenté ici. Cette molécule d'ADN, vers une phase de synthèse, commence à se dédoubler, c'est ce qu'on appelle la réplication de l'ADN, et c'est lors de cette réplication de l'ADN que peut avoir lieu une erreur de lecture à l'origine de cette mutation génique. Tous ces documents vont nous expliquer la variation de la pigmentation des ailes chez l'espèce coccinelle. On en déduit que, dans le cas des coccinelles, la pigmentation des ailes est un caractère héréditaire résultant de l'expression d'un gène. Au hasard, une modification de l'information génétique de ce gène, soit par substitution, soit par addition ou par soustraction d'un ou de plusieurs paires de nucléotides, appelée mutation génique, peut se produire dans la cellule germinale au moment de la réplication de l'ADN. Cette mutation génique a pour conséquence le changement de la structure du gène et l'apparition de nouveaux allèles. Il peut en résulter une variation du caractère de la pigmentation des ailes contrôlée par ce gène, ce qui explique la variabilité ou la diversité phénotypique constatée dans les motifs colorés des ailes de l'espèce coccinelle. Voyons dans un deuxième exemple l'évolution de la patte du cheval. Des études paléontologiques ont montré que la lignée des équidés a pour origine un petit animal genre Phenacodus apparu à l'Éocène il y a 60 millions d'années au début de l'ère tertiaire. Les schémas suivants montrent l'évolution du squelette des pattes de quelques représentants de la lignée des équidés découverts dans les séries stratigraphiques de l'ère tertiaire et du début du quaternaire il y a 1 million d'années. Voyons la relation de parenté dans la lignée fossile de la famille des équidés. À l'ère tertiaire, avec l'apparition du genre Hyracotherium, qui est un mangeur de feuilles, on remarque que cet animal de la taille d'un loup actuel possède un squelette de la patte constitué de 4 doigts, dont remarquez bien ici que le doigt médian est le doigt le plus développé par rapport aux autres. 25 millions d'années après, apparaît le genre Myohippus, légèrement plus grand de taille. Le squelette du membre se compose seulement de 3 doigts. Remarquez toujours que le doigt médian est le doigt le plus développé par rapport aux 2 autres. 15 millions d'années après, avec le genre Merychippus, on remarque qui est légèrement plus grand de taille, on remarque que le squelette du membre se compose toujours de 3 doigts, mais remarquez que le doigt médian est beaucoup plus développé que les 2 autres doigts qui se sont réduits. Au début de l'ère tertiaire, apparaît le genre Equus qui est à l'origine du cheval actuel. Le doigt n'est composé que
le squelette du membre n'est composé que d'un seul doigt bien développé. Du moment qu'il y a augmentation de la taille, alors voyons l'augmentation de la masse corporelle chez cette famille d'équidés. Sur cette courbe-là figure l'évolution de la masse corporelle en kilogrammes de ces équidés en fonction du temps. Aléocène au début de l'ère tertiaire, remarque d'après la courbe qu'Hyracotherium pesait à peu près 50 kg, Mésohippus plus que ça, 70 kg, Merychippus à peu près 200 kg, jusqu'à Equus qui pèse aujourd'hui entre 400 et 500 kg. D'après ces documents, l'évolution de la patte du cheval est passée par une série d'intermédiaires. De la patte du petit animal forestier Phenacodus à la patte du croc herbivore coureur de steppe actuel Equus. Chez tous les représentants de la lignée des équidés, l'axe d'appui du membre passe par le doigt médian qui est par conséquent le seul doigt fonctionnel. De plus, l'accroissement du poids de l'animal qui est passé de la taille d'un loup à celle d'un cheval actuel, ainsi que le relèvement de ses membres et l'élongation de ses segments terminaux, sont tous des dispositifs qui accroissent l'efficacité et la longueur des foulées, permettant au cheval actuel d'avoir des pattes, donc des organes, ayant une meilleure adaptation à une nouvelle fonction qui est la course. On se demande en quoi consiste l'évolution du membre du cheval et proposons une hypothèse quant à l'origine de cette évolution. En réponse, l'évolution de la patte du cheval s'est faite de façon lente et progressive. Elle a consisté en la régression du nombre de doigts, probablement due à plusieurs mutations qui se sont cumulées dans le temps, permettant au cheval actuel d'avoir des pattes adaptées à une nouvelle fonction, la course. Posons une hypothèse donc, des mutations géniques, cumulées et orientées vers une même direction, aboutissent à la transformation de certains organes qui deviennent adaptés à de nouvelles fonctions. À partir de l'exemple des équidés, retraçons donc l'histoire évolutive des individus en se basant sur la comparaison de l'ADN de différentes espèces. Au passé, chez un ancêtre commun, un gène ancestral, dont la séquence nucléotidique est la suivante, existe chez une espèce A qui vit jusqu'au temps actuel et dont l'ancêtre commun est éloigné dans le temps. Une première mutation génique du nucléotide A en T a donné naissance à un deuxième allèle différent de gène précédent qui existerait chez une espèce B plus récente et dont l'ancêtre commun avec une autre espèce nouvelle C est plus rapproché dans le temps. Une deuxième mutation génique qui s'est cumulée à la première, c'est la mutation génique de T en G, donnerait un troisième allèle différent des deux précédents qui existerait chez l'espèce C. Ces espèces qui ont évolué à travers les millions d'années se sont donc succédées à travers ces temps géologiques et proviennent probablement, bien sûr, de parents qui leur ont transmis dans leurs gamètes l'information génétique. On se demande donc quel est le rôle de la reproduction sexuée dans l'évolution des différentes espèces. Les mutations sont transmises donc dans les gènes d'une génération à une autre grâce à la reproduction sexuée, dont les deux processus les plus importants sont la méiose et la fécondation. À la méiose, lors de la gamétogenèse, se fait un brassage de l'information génétique à l'origine d'une grande diversité génétique des gamètes chez chaque individu. Puis, à la fécondation, lors de la rencontre et de l'union au hasard des gamètes, un brassage des allèles parentaux amplifie le brassage génétique dû à la méiose. Nous voyons sur le document suivant
Comment la fécondation amplifie le brassage génétique? En effet, remarquez bien qu'une diversité de gamètes mâles se rencontre avec une diversité de gamètes femelles, sont à l'origine d'une diversité de cellules œufs qui cause la diversité des individus dans l'espèce coccinelle, la diversité phénotypique des individus dans l'espèce de souris, la diversité phénotypique dans l'espèce coquille Saint-Jacques, la diversité des individus dans une espèce de fleur et la diversité des individus dans une population humaine. C'est ce qu'on appelle polymorphisme. Donc, comme bilan, les mutations géniques. Alors, une mutation génique est une innovation génétique aléatoire non orientée. C'est la modification de l'information génétique par substitution, addition ou soustraction d'une ou de plusieurs paires de nucléotides. Elle a pour conséquence le changement de la structure du gène et l'apparition d'allèles nouveaux. Elle se fait dans les cellules germinales au moment de la réplication de l'ADN. Les mutations cumulées et orientées aboutissent à la transformation de certains organes qui deviennent adaptés à de nouvelles fonctions. La mutation génique comme source de variabilité s'ajoute à la reproduction sexuée comme source de diversité. La mutation génique et la reproduction sexuée sont deux processus complémentaires. Leur effet combiné fait apparaître dans une même espèce des individus au génotype nouveau. À part la mutation génique, existe-t-il d'autres types de mutations qui expliqueraient l'évolution des espèces? Voyons dans un troisième exemple l'hémoglobine, qui est une protéine contenue dans les hématies des vertébrés. C'est un transporteur d'oxygène. Chez l'homme, cette hétéroprotéine est formée de 4 chaînes d'acides aminés identiques 2 à 2, 2 chaînes alpha constituées d'une séquence de 141 acides aminés et 2 chaînes bêta constituées de 146 acides aminés. Chaque chaîne est associée à un groupe non protéique, LEM, possédant un atome de fer. Voyons donc la variation structurale de la molécule d'hémoglobine chez les vertébrés. Le tableau suivant représente des molécules d'hémoglobine ainsi que le ou les gènes qui codent pour cette protéine chez 4 groupes de vertébrés, les poissons, les amphibiens, les reptiles et les mammifères, notamment l'homme. L'hémoglobine des poissons est constituée d'une seule chaîne d'acides aminés alpha codée par un seul gène alpha porté par un autosome qui est le chromosome 16. L'hémoglobine des amphibiens est constituée par 2 chaînes d'acides aminés alpha et bêta codées par 2 gènes alpha et bêta liés situés sur le chromosome 16. L'hémoglobine des reptiles est constituée par 3 chaînes d'acides aminés alpha, bêta et gamma codées par 3 gènes situés sur des chromosomes différents. Le gène alpha est situé sur le chromosome 16 et les gènes liés bêta et gamma sont situés sur 2 loci différents du chromosome 11. Alors que l'hémoglobine humaine est composée des chaînes alpha codées par des gènes situés sur le chromosome 16 et les gènes bêta, gamma et delta codés par des gènes situés sur le chromosome 11. Quelle est l'origine de la diversité structurale observée dans cette molécule d'hémoglobine chez ces différents vertébrés? Voyons l'explication en analysant ce tableau. Sur ce tableau, ça se voit bien qu'il existe chez les poissons un seul gène qui s'exprimerait en une seule chaîne d'acides aminés existants chez les poissons. Alors, après l'évolution, chez l'homme, il existe plusieurs gènes qui s'expriment en plusieurs chaînes d'acides aminés composant l'hémoglobine de l'homme. Voyons donc sur ce document comment on peut avoir à partir d'un seul gène plusieurs types de gènes sur un même chromosome.
Voyez ici que figure un gène d'un ancêtre commun, gène ancestral sur une portion de chromosome. Ce gène-là subit une duplication génique donnant naissance à deux gènes semblables situés sur deux loci différents du chromosome. Après des millions d'années, la mutation d'un de ces gènes donnerait un autre gène semblable mais qui présente quelques différences, à part le deuxième gène qui se trouve dans un deuxième loci. Plusieurs millions d'années après, ce même gène subit une duplication donnant naissance à deux gènes semblables sur deux loci différents, à part le gène voisin qui se trouve sur un troisième loci. Un de ces gènes qui s'est dupliqué après plusieurs millions d'années, au temps actuel, a subi une mutation, donnant naissance à trois gènes homologues, donc trois gènes voisins. Donc à partir d'un gène, on a obtenu trois gènes sur trois loci différents du même chromosome. Donc l'information génétique a augmenté de taille. C'est ce qu'on appelle l'amplification génique. Par définition, lorsque la structure du chromosome est touchée, on qualifie cette amplification génique donc de mutation chromosomique. Voyons donc l'origine de cette diversité structurale des hémoglobines. Effectivement, chez les poissons, une seule chaîne alpha compose l'hémoglobine des poissons. Elle est codée par un gène alpha situé sur le chromosome 16. Plus tard, une centaine de millions d'années après, chez les amphibiens, on remarque que l'hémoglobine se compose de deux chaînes alpha et bêta d'acides aminés codés probablement par deux gènes situés sur deux loci différents du chromosome 16 qui proviendraient sûrement d'une première duplication génique. Après des millions d'années, chez les reptiles, on remarque que cette hémoglobine est composée d'une chaîne de trois chaînes d'acides aminés, alpha, bêta et gamma, probablement dues à une deuxième duplication suivie d'une transposition. Alors, cette deuxième duplication suivie de la transposition donnerait au niveau des chromosomes 11 deux gènes sur deux loci différents, bêta et gamma, et sur le chromosome 16, un gène alpha. Avec l'apparition des primates, on remarquerait qu'une troisième duplication du gène gamma donnerait le gène gamma et delta sur le chromosome 11, à part, il ne faut pas oublier le gène bêta voisin, et un autre gène alpha qui est toujours situé au niveau du chromosome 16. Tous ces gènes expliqueraient les chaînes alpha, bêta, gamma et delta observées dans l'hémoglobine des mammifères, entre autres, dans notre cas, pour l'homme. Donc, en bilan, on a parlé des mutations chromosomiques, exactement de l'amplification génique. Les similitudes entre les gènes sont le résultat d'une ou de plusieurs duplications à partir d'un gène ancestral. Les copies du gène issues des duplications peuvent rester proches sur le même chromosome ou être localisées sur des chromosomes différents. Les génomes se diversifient donc aussi par création de nouveaux gènes à partir de gènes préexistants. C'est l'amplification génique. Ces séquences similaires présentent quelques différences. On explique ces différences de séquences par des mutations géniques survenues au hasard après duplication des gènes à travers les temps géologiques. Sur un quatrième exemple, étudiant l'évolution de certaines espèces de drosophiles. L'analyse des karyotypes représentés dans le document suivant permet d'identifier et expliquer le mécanisme responsable de l'évolution de cette espèce. Ici sont représentés des karyotypes de différents drosophiles. Drosophila virilis ayant pour karyotype 2n est égal à 12, Drosophila pseudo-obscura
A pour karyotype 2n est égal à 10, Drosophila willistonii, A pour karyotype 2n est égal à 6, et Drosophila melanogaster, A pour karyotype 2n est égal à 8. Alors, chez Drosophila virilis, il existe 6 paires de chromosomes, tandis que chez les 3 autres, il figure un nombre de paires de chromosomes inférieur. Ici, chez Drosophila pseudo-obscura, 5 paires de chromosomes, chez Drosophila willistonii, 3 paires de chromosomes, chez Drosophila melanogaster, 4 paires de chromosomes. Pourquoi ces différents karyotypes chez la drosophile? Comparant le karyotype de Drosophila virilis composé de 6 paires de chromosomes et le karyotype de Drosophila pseudo-obscura, par exemple, composé de 5 paires de chromosomes, on remarque ici, sur ce document, que probablement c'est la paire de chromosomes blanches qui a fusionné avec la paire de chromosomes représentée ici en jaune, donc ce qui donnerait 5 paires de chromosomes dans le karyotype de Drosophila pseudo-obscura, ce qui serait la même explication pour les autres karyotypes différents de Drosophila willistonii et le karyotype différent des 2 précédents aussi de Drosophila melanogaster. Donc, l'explication résiderait en un remaniement chromosomique dû à des fusions de chromosomes chez pseudo-obscura, chez willistonii et melanogaster. Donc, on a considéré ici que Drosophila virilis est probablement l'ancêtre commun de ces nouvelles espèces de drosophiles. Par définition, lorsque la mutation affecte le nombre de chromosomes, c'est une mutation chromosomique. Comme bilan des mutations chromosomiques qu'on a étudiées ici à propos des modifications du karyotype, on a vu exactement des remaniements chromosomiques. En comparant les karyotypes d'espèces différentes de drosophiles, on a remarqué la présence de différents remaniements chromosomiques par fusion des chromosomes de l'espèce Drosophila virilis, considérée donc comme espèce souche ancestrale, ce qui a donné naissance à 3 nouvelles espèces de drosophiles, Drosophila pseudo-obscura, Drosophila willistonii et Drosophila melanogaster. Sur un 5e exemple, voyons l'origine de la polyploïdie chez le blé. Une espèce sauvage de blé, A pour karyotype 2n est égal à 14. Le blé dur utilisé dans la fabrication des semoules, A pour karyotype 4n est égal à 28. Le blé tendre utilisé dans la fabrication de la farine, A pour karyotype 6n est égal à 42. Quelle est l'origine de cette polyploïdie chez le blé? Pourquoi ces différents karyotypes? Alors, si on fait attention, en comparant 2n est égal à 14 comme karyotype de l'espèce sauvage de blé, avec 4n est égal à 28 comme karyotype du blé dur et 6n est égal à 42 comme karyotype du blé tendre, c'est n qui est commune aux 3 karyotypes. N est le nombre de chromosomes de base qui est 7, 2 x 7, 14, 4 x 7, 28, 6 x 7, 42. Donc on a parlé ici aussi du changement du nombre de chromosomes qui entre dans le cadre des mutations chromosomiques. Comme bilan, ces mutations chromosomiques qui parlent toujours des modifications du karyotype, la comparaison du nombre de chromosomes de quelques espèces de blé montre qu'elles diffèrent par la multiplication du nombre de chromosomes de base, n est égal à 7. Si le blé cultivé possède 42 chromosomes, il provient d'une espèce de graminée sauvage à 7 paires de chromosomes. Comme bilan de tout ce qu'on a étudié dans les mutations chromosomiques, les remaniements chromosomiques et la multiplication du nombre de chromosomes sont des mutations chromosomiques. Ils se sont produits au cours de la méiose au moment de la gamétogenèse. Il en résulte de nouveaux karyotypes différents de celui de l'espèce originelle.
Ces caryotypes différents ne peuvent pas s'apparier au cours de la méiose. Il se crée alors entre les individus porteurs de nouveaux caryotypes et l'espèce originelle une barrière à la reproduction. Ces individus se seraient isolés reproductivement des autres membres de l'espèce et auraient été à l'origine d'espèces nouvelles. Essayons de résumer. Les mutations qu'on a étudiées sont les mutations géniques et les mutations chromosomiques qui présentent un premier mécanisme qui expliquerait l'évolution des espèces. Donc la mutation a contribué avec la reproduction sexuée à la transformation des espèces et à l'apparition d'espèces nouvelles. Mais on se demande, la mutation est-elle le seul mécanisme qui expliquerait l'évolution des populations? Pour ceci, voyons le rôle du milieu dans l'évolution biologique. Dans un sixième exemple, étudions l'évolution d'un papillon, la phalène du bouleau. La phalène du bouleau est un papillon nocturne qui passe sa journée posé sur le tronc d'un arbre appelé bouleau. La phalène du bouleau est représentée par deux formes, une souche sauvage de forme typique claire et une souche mutante de forme sombre type Carbonaria. Voyons la répartition géographique des deux souches sauvages et mutantes de la phalène du bouleau. La phalène du bouleau a été étudiée pour la première fois en Grande-Bretagne. Remarquez sur cette carte que la phalène du bouleau forme claire a été représentée en vert clair et que la forme sombre a été représentée en vert sombre. Au nord du pays, ainsi que dans le sud-ouest, c'est la forme claire qui est exclusivement représentée. Ces régions sont des régions ruraux qui ne possèdent pas d'usines, tandis que dans la région industrialisée de Manchester, il n'est présent qu'exclusivement la forme sombre de la phalène du bouleau. Dans les autres régions, à l'est et à Londres, là où existent quelques usines, c'est plutôt la forme sombre qui est prédominante par rapport à la forme claire, tandis qu'au sud-ouest de Londres, on remarque que c'est la forme claire qui prédomine par rapport à la forme sombre. On se demande alors pourquoi cette différente répartition de ces phalènes du bouleau. Voyons l'explication dans le milieu de vie de cet animal. On se rappelle que la phalène du bouleau passe ses journées posée sur un tronc d'arbre, le bouleau. En campagne, dans des régions rurales, là où l'air est pur, alors une plante appelée lichen, de couleur claire, pousse sur les troncs du bouleau. Ainsi, la forme claire de la phalène du bouleau ne sera pas observée par les oiseaux prédateurs qui ne les chassent donc pas, alors que la forme sombre serait bien observée par ces oiseaux qui chassent cette forme-là. Ainsi, dans le milieu rural, c'est plutôt la forme claire qui se multiplie, qui transmet ses gènes à sa descendance et qui existerait à un nombre plus important, tandis que la forme sombre est éliminée et se trouverait à un nombre beaucoup plus réduit par rapport à la forme claire. Au contraire, dans les villes industrialisées, c'est plutôt la souche mutante de phénotype sombre qui ne sera pas observée par les oiseaux prédateurs, qui ne chassent pas cette forme-là. Donc cette forme va se multiplier, transmettre ses gènes à sa descendance et se trouver à un nombre plus abondant par rapport à la forme claire qui est bien visible sur un tronc foncé par les oiseaux prédateurs qu'ils vont chasser et elle sera au fur et à mesure éliminée de ce milieu industriel. Alors, si on voit bien, on parlerait plutôt ici d'une adaptation au milieu. D'après l'analyse du document
précédent, quel mécanisme permet la survie ou la disparition des phalènes mutantes de phénotype sombre, forme Carbonaria, dans les différents milieux? Dans une population coexistent des formes de phalènes de phénotypes variés, et suivant les conditions du milieu, les individus qui échappent aux prédateurs, qui sont par conséquent les mieux adaptés à ce milieu, transmettent leurs gènes à leur descendance. Ainsi, le milieu opère un choix. Les individus dont les génotypes sont les plus adaptés au milieu persistent, alors que les individus dont les génotypes sont les moins adaptés au milieu sont éliminés. C'est le mécanisme de la sélection naturelle. On a retrouvé le deuxième mécanisme de l'évolution des espèces, c'est la sélection naturelle, qui montre le rôle du milieu dans l'évolution biologique. Comme bilan sur la sélection naturelle, alors on a constaté que soumis aux conditions du milieu, certains individus ont une probabilité plus grande que d'autres de survivre et de transmettre leurs gènes à la descendance. La sélection naturelle privilégie la transmission de certaines mutations, notamment celles qui donnent un avantage dans des conditions environnementales données. Contrairement aux innovations génétiques qui sont des remaniements moléculaires aléatoires non orientés, la sélection naturelle est un processus orienté qui favorise la survie des individus dont les phénotypes sont les mieux adaptés à un milieu donné. On a retrouvé donc les mécanismes de l'évolution des espèces, c'est principalement les mutations et la sélection naturelle. Je vous remercie de votre attention et à la séance prochaine.